Donc après la partie conceptuelle de Jérôme, on va essayer d'illustrer un petit peu tout ça par des exemples, et des exemples qu'on a tirés, enfin que j'ai tirés de l'analyse des décisions rendues par le comité de l'abus de droit fiscal depuis le 1er janvier 2020 et les décisions rendues par les juges du fond. Moi, je ne suis pas allé jusqu'au Conseil d'État, je suis resté les mains dans le cambouis avec les juges du fond et donc des cas concrets. Alors, qu'est-ce qu'on constate de cette analyse? C'est que finalement, l'abus de droit, c'est comme la mode, hein. Il y a des tendances en croissance, en déclin, il y a des retours de flamme, des vieux schémas qui ressurgissent, comme si les leçons du passé avaient été oubliées. Il y a aussi des cas intemporels, qui sont toujours à la mode, qui ne disparaissent pas, que l'on retrouvera toujours, car le législateur n'a pas voulu, ou n'a pas pu, comme dans les donations-cessions, y mettre un terme. Donc on va commencer à parler des tendances. Avec, je vais d'abord écarter tout ce qui concerne les abus de droit liés aux apports-cessions, article 150.0b, et au SOULT, parce que le Conseil d'État s'est déjà prononcé. Et puis maintenant, ce qu'on retrouve chez les juges du fond ou dans le comité, c'est simplement des applications de la jurisprudence du Conseil d'État. Je ne vais pas non plus parler, sauf exception, des sociétés étrangères dépourvues de substance, parce que c'est Benoît Bonnert qui va s'en charger. Donc les tendances qui montent. Alors la tendance qui monte, la grande tendance qui monte, c'est les réductions de capital non motivées par des pertes. Il y en a plein les avis du comité. Et le comité, comme on l'a dit, a une position qui est à mon avis, qui est claire et qui est respectueuse des critères traditionnels de l'abus de droit. C'est-à-dire que le comité considère que lorsque la réduction est effectuée au profit soit d'un associé unique, soit de tous les associés au prorata de leurs droits, il n'y a pas d'abus lorsque les deux conditions suivantes sont respectées. La première condition, c'est qu'il ne faut pas que la réduction ait été précédée ou suivie d'une augmentation de capital ayant pour effet de remettre le capital à son niveau initial. On a ça dans les affaires 2021-27 et 2021-20, avec quand même des exceptions à ce principe. C'est-à-dire que dans plusieurs affaires, il y avait eu des réductions de capital qui avaient été précédées plutôt d'une augmentation de capital. Et dans une affaire 2020-29, le comité a écarté l'abus compte tenu de la déconnexion entre les augmentations de capital et la réduction du fait du délai écoulé. Donc on retrouvait ce critère traditionnel comme quoi le temps réduit l'abus. Et puis dans une autre affaire où il y avait effectivement une augmentation de capital, l'opération s'était inscrite dans une restructuration en vue de préparer la cession avec l'externalisation de l'immobilier via un crédit bail immobilier, un leaseback. Et donc là, le comité a estimé qu'il n'y avait pas d'abus. Et la deuxième condition fixée par le comité, qui est elle aussi logique, c'est que l'opération doit être exceptionnelle. C'est ce qui a été décidé dans le premier avis rendu par le comité, dont on va reparler très vite, qui est l'affaire 2020-25. Donc le comité, en résumé, donne toute sa force à la liberté dont jouit le contribuable de choisir la voie la moins imposée. Alors malheureusement, pour les contribuables, l'administration a décidé de ne pas tenir compte des avis favorables du comité et de poursuivre les contentieux.